Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo, troisième histoire de Magies et Merveilles. Et aujourd'hui, nous partons pour le Japon avec un récit inspiré d'une histoire authentique qu'on trouve dans le Twain Shosetsu, c'est-à-dire l'histoire de Jardin de Lapin, un livre écrit par Kyokutai Bakin en 1825 et qui est conservé aujourd'hui à la bibliothèque centrale de Tenri dans la préfecture de Nara. Bonne écoute et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir. Un grand merci, à bientôt. Nous sommes le 22 février 1803 de l'ère commune, dans la province d'Itachi au Japon. Nagao Yorimochi s'est levé peu avant l'aube. Il doit être prêt dès que les premiers rayons du soleil éclaireront l'horizon. Les pieds trempés, il frissonne. En cette saison et de si grands matins, l'eau est encore froide. Pourtant, il faut bien qu'il se mouille pour lancer son petit bateau de pêche. Mais aussi fraîche qu'elle promet d'être, cette journée porte également l'espoir d'un renouveau prospère. En effet, Nagao a pris aujourd'hui la décision de pousser ses prospections plus loin. Là-bas, derrière la crique, on raconte qu'il y a tellement de poissons que certains n'ont même plus la place pour nager. On dit aussi que cet espace est habité par des démons féroces, prêts à engloutir quiconque s'y aventurerait. Mais Nagao ne croit pas aux démons, pas plus qu'aux yokai ou aux kami. Une absence de croyance qui serait fort mal perçue par le reste du village, mais avec laquelle Nagao vit très bien. Ce matin, sa décision est ferme. Il va voir ce qu'il en est, et avec un peu de chance, il reviendra l'embarcation pleine. Comme pour affirmer son plan, il le déclame à haute voix, alors qu'il monte sur son esquif. « Je vais aller derrière la crique, trouver beaucoup de poissons. » C'est une manière de se rassurer aussi. Les démons qui n'existent pas ne pourront pas m'empêcher de faire une pêche à faire pâlir de jalousie la flotte de la ville de Misaki. À peine a-t-il prononcé ces mots que le ciel se fend en deux, dans un vacarme assourdissant. Nagao se jette au fond de sa barque en hurlant. « Non, non, pardon! J'étais certain que vous n'existiez pas, je ne le dirai plus !» Il lève les yeux et voit une gigantesque boule de feu qui passe au-dessus de lui et s'écrase à quelques centaines de mètres de là, sur la berge. Un jour, quand il était plus jeune, il était allé à Kyoto, où les Ashigaru de l'armée impériale avaient fait une démonstration de tir au mousquet. Il lui avait semblé alors être en plein cœur d'un orage. Cette fois, c'était la même chose, mais en pire. Comme si le monde tout entier s'était rempli de tonnerre. Tout le monde sort des modestes masures qui constituent le village. Certains ne sont même pas encore tout à fait habillés. « Nagao, Nagao, que fais-tu déjà debout ?» demande l'ancien. « C'est toi qui as déclenché tout ce raffut ?» ?»« Non, l'ancien, quelque chose est tombé du ciel. »« Du ciel ? Un dieu ?»« Je ne crois pas que les dieux soient... Il s'interrompt devant le regard très probateur de l'ancien. Si les dieux sont en colère, nous devrions réfléchir pourquoi. Peut-être pouvons-nous aller voir où l'objet est tombé. Et sans attendre de réponse, Nagao descend de sa barque et se dirige vers le lieu de l'impact. Plus effrayé qu'il ne le voudrait, le pêcheur a les jambes qui flageolent en écartant les herbes hautes qui recouvrent le sommet de la dune. Avant de faire l'ultime pas et de découvrir ce qui l'attend de l'autre côté, il se retourne. Presque tout le village le suit. Tous, hommes, femmes, enfants, arborent des mines inquiètes et apeurées. Il prend une grande inspiration et franchit la crête de la dune. Son cœur manque de s'arrêter. Là, sur le rivage, les flancs balayés par le flux et le reflux de la marée, se trouve la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. Il s'agit d'un objet circulaire qui doit bien faire 5 mètres de diamètre et 3 mètres de hauteur. Sa forme lui rappelle celle des kohaku, les brûle-encens des temples shinto, ou les pots dont on se sert pour cuire le riz. Alors qu'il se rapproche tout en tremblant, il ressent un léger malaise,
Une impression fugace mais persistante, comme si soudain, dans cet environnement pourtant familier, il ne se sentait pas assez à sa place, comme s'il était étranger chez lui, à moins que ce ne fût l'étrangeté de cet objet qui lui donne cette impression. Qui était étranger en ces lieux, le pêcheur ou ça? Il ne le savait plus. À ce moment, tout se mêle dans sa tête, et avant qu'il puisse remettre de l'ordre dans ses idées, il est près de cette singulière épave. Sans même le vouloir, il tend la main, et sa main caresse ce qui lui apparaît comme la coque d'un navire, réalisé dans le bois de rose le plus délicat et résistant. Du moins, la partie haute, car la partie basse, celle qui disparaît à moitié sous les eaux, est recouverte de plaques de bronze. Venait-il du ciel? Soudainement, il n'en était plus certain. Il n'était plus certain de ce qu'il avait vu. Il n'était plus certain de rien. Peut-être que cet objet a en fait surgi de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Il prend soudain conscience que tout le village est assemblé autour de lui. Tous semblent attendre une explication de sa part, mais d'explication, il n'en a pas. Pourtant, il se risque à dire quelque chose. Un bateau? Ces plaques de métal, elles semblent être là pour protéger la coque des récifs. Un enfant qui est resté sur le sommet de la dune se met à crier en pointant l'objet du doigt. Que dit-il? On se tait pour essayer de saisir ces mots, malgré la distance, le vent et la marée. Il dit qu'il y a des fenêtres au-dessus. Des fenêtres? Nagao, monte sur mes épaules. Nagao hésite, encore abasourdi par l'étrangeté de la situation, mais bientôt, sa curiosité naturelle balaye ses craintes. Il monte sur les robustes épaules du villageois qui lui propose de se hisser vers le sommet. « Tu vois quelque chose ?» lui crie-t-on. « C'est du bois. Si, il a raison, il y a bien des fenêtres rondes sur le pourtour. Elles sont fermées par une sorte de résine, mais je crois que je peux voir à travers. » Nagao se hisse encore, met sa tête au-dessus de l'ouverture et crie de surprise. « Ah ! Qu'est-ce que tu vois ?» demandent les villageois. « Qu'est-ce que tu vois ?» alors que d'autres commencent à se hisser à leur tour. À l'intérieur, on dirait une maison. Il y a des symboles sur les murs. Je n'ai jamais rien vu de tel. On dirait une écriture. Une écriture inconnue. Ah, parce que tu sais lire ? Une douzaine de villageois éclatent de rire. Riez, mes amis. Mon père était instruit. Et même si je ne maîtrise pas tout, je sais quand même reconnaître les caractères. Et ce que je vois ici ne ressemble à rien de ce que je connais. Mais attendez, non, ce n'est pas possible. Quoi ? Quelque chose a bougé à l'intérieur. Non, pas quelque chose. Quelqu'un. À ce moment, le panneau couvert de bronze et tourné vers la plage bascule et s'ouvre. Pris de panique, les villageois reculent et ceux qui se trouvaient au sommet sautent dans l'eau. Nagao lui-même perd l'équilibre et se retrouve assis dans l'eau à quelques mètres de l'entrée. Mais il oublie rapidement sa peur, car devant lui se trouve la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Elle est grande, sa peau est d'un rose très pâle. Elle ne semble pas être originaire de l'archipel. Mais ce sont surtout ses cheveux qui attirent l'attention. Ceux-ci sont très longs, descendent jusqu'à mi-cuisse. Dans leur première moitié, ils sont d'un roux flamboyant, tirant vers le rouge. Dans leur seconde moitié, ils sont aussi immaculés que la neige. Ces cheveux, ils ont quelque chose d'étrange, pense Nagao. C'est alors qu'il regarde le visage de la femme. Elle est jeune, sans doute une vingtaine d'années. Elle est vêtue d'une longue robe, brodée de motifs très complexes. À chaque pas, sa couleur change, miroite, comme les flots dont elle est issue. Est-elle de ce monde ?
Nagao est en droit de se poser cette question, car la jeune femme est d'une beauté époustouflante. Ses traits sont tellement parfaits qu'on pourrait facilement croire qu'il s'agit d'une déesse, et non d'une humaine. Avais-je tort ? Les dieux existent-ils réellement ? Nagao se relève lentement. Évitant les gestes brusques, afin de ne pas l'effrayer, il remarque que l'ancien du village et un nombre non négligeable de villageois sont à genoux. La femme le regarde. Elle lui sourit. Il rougit de la tête aux pieds, subjugué par sa beauté. Elle prend alors la parole. Sa voix est mélodieuse, chantante, limpide, aux inflexions étranges. « Je ne vous comprends pas. » Il se retourne vers les villageois. Tous lui font signe qu'ils n'ont pas saisi un mot. Elle parle à nouveau. Nagao remarque alors qu'elle tient une boîte entre ses mains. Celle-ci semble être faite du même bois que le bateau dont l'inconnu est sorti. « Tu comprends quelque chose, Nagao ? Comment ce bateau vide, cet Utsurobune, est-il arrivé ici ? Demande-lui !» l'interpelle l'ancien. La femme dit quelque chose de sa voix chantante. « Je ne vous comprends pas !» Nagao tente d'accompagner les mots de gestes pour expliciter ce qu'il dit. La femme acquiesce et sourit. Ce sourire, il semble à Nagao qu'il fait lever un soleil en lui. « Sommes-nous en face d'Amaterasu, la déesse du soleil elle-même ?» Je me souviens d'une histoire que mon père me racontait, commente l'ancien. « Ah !» répond Nagao, discrètement, sans se retourner. Dans certaines contrées lointaines, les princesses adultères sont condamnées à errer sur les flots avec une boîte contenant la tête de leur amant. Je pense que c'est à quoi nous avons affaire ici. Nagao lève les yeux vers le ciel dans un geste d'exaspération. Finalement, le seul but de cet ancien du village est de le contredire quoi qu'il dise. Il décide de ne plus prêter attention à ses divagations. D'autant plus que la femme le regarde maintenant avec une intensité presque insoutenable. Et ses yeux, des yeux d'un bleu mauve, pailletés d'or. Des yeux qui sont aussi vastes que la voûte céleste ensemencée d'étoiles. Des yeux qui le captivent et lui donnent à nouveau cette impression étrange d'être en même temps ici et dans un ailleurs mystérieux. À nouveau elle parle. Sa voix lui donne des frissons. « Non, je vous comprends pas. Vous voulez que je vous débarrasse de ce coffre ? Il a l'air lourd. » Elle sourit à nouveau, avant de tourner les talons et d'entrer dans l'étrange capsule. À peine entrée, le panneau coulisse derrière elle. « Que se passe-t-il, Nagao ? Que se passe-t-il ?»« Mais comment voulez-vous que je le sache ? Attendez !» Il tend la main vers elle. Il aurait voulu la retenir, lui saisir la main. Lui, non, c'est trop tard. Soudain, l'engin se met en route, sans un bruit. Il entre dans les flots et disparaît rapidement à l'horizon. Les villageois restent plusieurs heures sur la plage, les yeux braqués sur l'horizon, parlant peu. Vers la fin de l'après-midi, chacun rentre chez soi. Certains haussent déjà les épaules, comme si l'aventure de la matinée n'est qu'une sorte de mirage collectif qui bientôt trouvera sa place dans les multiples histoires de pêcheurs qui se transmettent de génération en génération avant de sombrer dans l'oubli. La nuit est tombée depuis longtemps lorsque Nagao rentre chez lui. Il ne peut chasser l'image de cette jeune femme dont il se sait être éperdument amoureux. Une mélancolie habite maintenant son cœur, car il sait qu'il ne la reverra jamais. Et chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit cet énigmatique regard mauve pailleté d'or, ses grands yeux éclatants de lumière, gemmes d'éternité, dans un visage d'une perfection absolue. Même quand quelques années plus tard il se mariera, il ne cessera jamais de penser à la mystérieuse inconnue. Il rentre maintenant chez lui. Avec surprise,
il découvre que sur l'unique table de sa maison modeste se trouve le coffre que l'étrangère porta encore quelques instants auparavant. On dit que Nagao n'osa jamais ouvrir. Il le cacha et le transmit à ses enfants, qui le léguèrent au leur. Si l'un de ses descendants l'ouvrit, le secret fut gardé jusqu'à nos jours.